l'énergie, c'est utiliser les fusibles. C'est-à-dire en fait se dire à quel endroit je vais prendre l'énergie et je vais la dissiper quitte à avoir une rupture. Une rupture, ça permet de dissiper de l'énergie. Donc, en revanche, si vous êtes sur des sols très meubles, il vaut peut-être mieux avoir un glissement du bâtiment, de la structure, plutôt que des sollicitations de ce type-là. D'autant que les fréquences sont plus basses. Bon, alors là, ce serait... je ne suis pas un spécialiste du calcul dans les structures sismiques, parce qu'en France, on n'en fait pas beaucoup. Ça vient juste d'arriver depuis 1 an. Mais ici au Maroc, c'est un point important. Hein. Vous êtes obligé de prendre en compte le sismique. Mais par définition, une structure métallique, elle est parasismique de nature. De nature. Oui, oui. Donc, vous prenez par exemple au Japon, les Japonais construisent jamais en béton. Jamais. Que du métal. Ah bah eux, oui, quand ça bouge chez eux aussi. Hein. Et ça bouge plus souvent qu'ici. Enfin, quand on regarde, je dirais, le passé, je dirais que ce soit sur Agadir ou que ce soit sur c'était où, dans le nord, au Saïma, voilà, on se dit ça aurait été quand même bien de concevoir en parasismique, même en béton, mais déjà depuis longtemps, quoi. Non. Non, je peux pas. Quel est l'homme le plus grand qui peut attraper le bouton? Il y a un bouton là-haut, non? Il y a un bouton, donc il faut un grand. Et il a la télécommande? Bon, donc par définition, sachez qu'une telle structure est nécessairement la moins onéreuse qu'une structure encastrée. En revanche, c'est celle qui est aussi la plus sujette aux déformations. C'est-à-dire si à un moment donné, aux déformations potentielles et même volontaires, vous avez le gars qui... Ça c'est un parking, donc ça pose pas trop de problème parce que ça change pas d'usage. Mais vous avez un bâtiment qui est isostatique et puis vous avez le nouveau propriétaire qui arrive et puis dit « Oh là là, la barre au milieu elle me gêne, je veux mettre mon comptoir pour servir les cafés » et puis il enlève la barre. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le système est plus stable. Et donc le bâtiment, il y a le vent qui se met à souffler et le bâtiment il commence à bouger. Donc ça sous-entend qu'à un moment donné, les structures isostatiques, c'est bien d'avoir un suivi. C'est-à-dire qu'il y ait au moins une culture chez les maîtres d'ouvrage qui rachètent un bâtiment, de savoir que quand on enlève une barre, c'est pas n'importe quoi. Ceci dit, vous prenez un bâtiment en béton, vous êtes au sous-sol, vous n'arrivez pas à garer la voiture, vous dites, oh, bah, ce poteau-là, on n'a qu'à l'enlever. Ça peut aussi poser des problèmes. Hein. Voilà, on n'enlève pas impunément des pièces dans une structure. Alors que, en revanche, si je prends par exemple la structure ici de Franck Gehry à Bilbao, on se rend bien compte ici qu'on est en surabondance de diagonale, d'où le système, il n'y a pas de problème, j'enlève une barre ici, il ne va rien se passer. Hein. On est hyper statique, plus. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, les barres ont surtout servi à la géométrie en fait de l'ensemble. Donc ici, on est en surabondance, donc ça c'est une structure... alors si par exemple, si vous faites une caserne, hein, qui risque d'être en front, je sais pas, vous avez l'ennemi ancestral qui est face à vous, vous faites un abri pour les avions, vous avez intérêt plutôt à avoir des structures hyperstatiques, c'est-à-dire qu'en cas de destruction partielle du bâtiment, eh ben, il tient encore debout, il ne tombe pas sur les avions, surtout qu'un avion ça coûte cher. Donc il vaut mieux dans ce cas-là être plus surabondant. Donc là, le choix aussi peut être défini par le bâtiment en question. Vous prenez des bâtiments industriels qui travaillent avec des risques explosifs, et ben là aussi il vaut mieux avoir des systèmes non pas isostatiques mais plutôt hyperstatiques, de telle manière à s'assurer je dirais de la préservation des personnes qui seraient dans les bâtiments d'à côté. Alors comment est-ce que l'on va donc stabiliser? Alors première chose,
que vous connaissez sans doute, c'est ce qu'on a toujours fait dans le temps, c'est le remplissage. Alors qu'est-ce que c'est que le remplissage? C'est de se dire, eh bien voilà, j'ai un bâtiment, j'ai une structure métallique, ça c'est un vieux bâtiment du 19e, et puis je vais remplir avec de la maçonnerie, ce qui fait que si c'est rempli avec de la maçonnerie, ça ne bougera plus. Donc ma stabilité elle est assurée, je n'ai pas besoin de mettre de diagonale, je n'ai pas besoin de faire d'encastrement, j'ai besoin de faire que ça et ça suffira largement. Donc ça c'était... c'est ce qui s'était passé donc dans le 19e, au 19e siècle, donc on le voit bien ici. Il n'y a pas de triangulation, il n'y a pas d'encastrement. On fait le blocage des déplacements par la maçonnerie. Mais, si là on revient d'un seul coup au niveau de la géométrie, je vous ai bien dit tout à l'heure que le rectangle, ce que l'on cherche à avoir, pour qu'il soit indéformable, il faut qu'il ait au moins un angle droit. Donc pour qu'il ait un angle droit, ça veut dire qu'il faut aller travailler là-haut. Donc ce qui va faire la stabilité du bâtiment, c'est la liaison en fait aux angles. Je peux faire un trou ici, c'est pas bien grave. En revanche, si j'ai pas bien mis ma maçonnerie jusqu'en haut et que j'ai laissé un truc un petit peu de jour ou du mortier mal taché, de l'extérieur on a l'impression qu'il y a du mortier mais dans l'épaisseur il n'y en a pas, quand ça va vouloir bouger, là ça va bouger. Donc j'aurai pas de stabilité. La stabilité elle est faite par les angles. Notamment un. Et bon, je veux dire, comme on ne sait pas comment c'est maçonné, il vaut mieux faire bien les 4 angles dans ce cas-là. Comme ça on est sûr que sur les 4 il y en a bien un qui tient. Maintenant, alors si ça on l'a fait au début du XXe siècle, en fait on s'est vite rendu compte que ça avait quand même un inconvénient majeur. C'est pas cher, c'est un inconvénient. Ça c'est pas un inconvénient que ce soit pas cher, mais c'est un inconvénient majeur qui était celui de se dire mais oui mais en phase de montage, si j'ai rien pour stabiliser, ça veut dire j'ai rien pour régler. Moralité, quand on montait, vous allez voir un bâtiment avant-après, là, dans la phase de montage, en fait, on se rend compte qu'on est obligé d'étayer le bâtiment, donc en fait de le stabiliser provisoirement, mais il faut quand même utiliser des pièces. Il faut quand même le faire, ce principe-là, pour qu'après, on puisse faire la maçonnerie, et que quand la maçonnerie est bien sèche et qu'elle a bien pris, on enlève les stabilités pour que la maçonnerie puisse prendre le relais sur les poussées au vent. Donc voilà ce bâtiment en question. Donc ça veut dire qu'on faisait quand même de la stabilité provisoire, et quitte à faire de la stabilité provisoire, vous verrez aujourd'hui que même quand on a des systèmes, des portiques métalliques avec de la maçonnerie, en fait la maçonnerie ça n'est qu'un remplissage pour fermer le bâtiment, mais elle ne sert plus depuis longtemps à faire la stabilité. Regardez les bâtiments industriels qui sont faits au Maroc, vous avez des bâtiments qui sont stabilisés. Ils ne sont pas du tout faits en attente d'être stabilisés par la maçonnerie. Alors, autre solution, c'est la triangulation. Donc on l'a vu, donc on se dit, mon rectangle, il n'est pas stable, donc je vais transformer les rectangles en triangles. Ici, on va avoir deux solutions. C'est de se dire, soit je vais travailler ma triangulation en traction, mais je peux aussi la travailler en compression. C'est un choix qui peut à un moment donné, en fonction du projet, être une volonté. Le système mécanique est à peu près le même. Pardon. Ah comment je fais échapper? Voilà donc deux systèmes contreventés, donc par triangulation. Le premier ici, il est fait par des diagonales qui sont comprimées, et celui-là, il est fait par des diagonales qui sont étirées. Quand on fait une triangulation, c'est donc bien évidemment pour reprendre des efforts. Je vous ai dit, on prend le cadre, je pousse, il y a une barre qui va se mettre en traction, mais cette barre, pour qu'elle fonctionne, il faut que l'effort de traction soit bien repris quelque part. Un système, il doit être équilibré. Donc s'il y a une force, il faut qu'il y ait une réaction quelque part. Donc la réaction, bien évidemment, on va la trouver le plus simplement du monde au niveau des fondations. On pourrait les retrouver ailleurs, mais de toute façon, même si je mets un effort qui passe au milieu d'une poutre, cet effort-là, à un moment donné, il faudra quand même le redescendre coûte que coûte. Il ne peut pas y avoir de système non équilibré. Donc si je prends le système classique que l'on connaît bien ici, j'ai ici donc une triangulation, comment ça s'appelle ça? Une pallée de stabilité, ou une pallée de contreventement. Mais bon, on le reverra plus tard.
Quand j'appuie ici, je me dis bon, j'ai mon bâtiment, donc tout ça, le bâtiment il a tendance à vouloir partir, donc j'ai un effort horizontal. Comment est-ce que je le reprends? Je vais le reprendre où? Quand l'effort là il va transiter dans ce qu'on appellerait la sablière ici, et puis jusqu'à ce qu'il trouve une réaction. S'il n'y a rien au bout, le bâtiment il va se pousser. Donc il faut que je trouve la réaction. La réaction, en fait, je vais la trouver ici, là où j'ai mis la diagonale. Ma ceinture, elle retient la poutre. Mais là, cet effort ici, il va se transformer en un effort vertical et un effort horizontal. Cet effort vertical, alors il se cumule, puisqu'en fait l'effort horizontal ici, il repousse, donc il est repris par celle-là, qui renvoie un effort vertical et un effort horizontal. L'effort horizontal, il est repris ici, etc., etc. Et on va comme ça jusqu'en bas. Donc en bas, ici, on a une somme des forces qui ont été appliquées sur le bâtiment, qui se retrouvent sur une charge verticale. Donc il faut une réaction vers le bas. Et puis les charges... Comment? Répartition des charges. Enfin, les répartitions, elles ne sont pas tellement réparties, là, elles arrivent là. Hein. Donc ici, vers les fondations. Mais ici, on a donc une force verticale. Le poteau ici, il est tiré. Et donc la fondation, elle, son rôle, c'est d'aller vers le bas. Dans le coin, Ça? Il reste à trois réactions de force. Celui-là ou celui-là là? Non. Celui-là? Oui. Pour le moment, je ne le sollicite pas là. Lui, il est sollicité sur la charge du bâtiment. Non, il reste trois. Mais quand je pousse... Non, si ça c'est indéformable. Si ça, c'est réellement indéformable, j'ai pas de déformation ici. Ou alors, ça veut dire que j'ai une rupture. Si ici, je commence à pencher, ça veut dire que je n'ai pas assuré mon rôle ici. Si ça, c'est stable, j'ai pas besoin de stabiliser le reste. Puisque tout ce qui va pousser, c'est repris à cet endroit-là. Donc là, ça bouge pas. Pour que ça puisse faire ça, c'est-à-dire que j'ai une déformation entre les deux. Si ce poteau s'incline dans son plan, donc vers la palette de stabilité, ça veut dire que ces barres qui sont ici ont fléchi, elles ont flambé. Donc elles ne sont pas capables de transmettre les efforts, de pousser ici vers là-bas. Or quand vous calculez une poutre, vous la calculez à la flexion par rapport aux charges, mais vous la calculez, si elle doit transmettre des efforts horizontaux, il faut les prendre en compte sur le flambement de la poutre. Donc ça travaille donc en traction. Pourquoi on met les diagonales dans l'autre sens? Pour reprendre la charge qui est répartie en deux, là c'est quand même... Non. Ici, par exemple, dans le cas de figure, toutes ces diagonales-là ne servent à rien. Mais... Puisque celles-là fonctionnent, celles-là, elles sont comprimées, donc en fait, elles fléchissent. Mais la charge, on a une répartie en deux, horizontale et verticale. Donc il est repris par un... Non. Là, ce qui va se passer, c'est que toutes les charges là, qui vont redescendre ici, ce qui n'est pas dessiné ici, va me donc donner une force horizontale là. Et ma fondation, elle devra faire une réaction, bah si la réaction elle est marquée là, dans l'autre sens. C'est-à-dire que ma fondation, il ne faut pas, quand le bâtiment, si moi je suis le poteau qui est là, je vais être sollicité en traction par toutes les barres qui tirent. Donc là je suis en traction, donc il faut que je sois accroché au niveau du sol. Et puis les poussées horizontales, qui sont induites par la diagonale, et qui poussent dans l'autre sens, font qu'à un moment donné, moi il ne faut pas que je glisse. Si je mets des roulettes ici, mon bâtiment, il ne va pas se coucher, mais il va partir. On va le retrouver de l'autre côté de la rue. C'est pas toujours, c'est difficile à négocier avec le propriétaire du terrain voisin. Mais ça veut dire que ma fondation ici, en bas, elle va solliciter le terrain en poussée horizontale. Donc l'autre diagonale travaille que l'autre. Et l'autre, elle travaille quand le vent n'est pas dans ce sens-là, mais quand il est dans l'autre sens. Alors, maintenant, si je fais le même travail avec des barres en compression, en fait, je me retrouve différemment. Où il est mon vent là? Il est ici. Donc le vent est en train de pousser ici. Donc la barre, elle s'en va jusqu'à ce qu'elle trouve une réaction. J'ai dit qu'on travaillait en compression. Donc je vais solliciter cette barre qui est ici. Si je la sollicite, elle va me faire une poussée horizontale et une poussée verticale. Donc ce poteau ici, il pousse, donc ma réaction, elle est verticale. Et comme je pousse par là, c'est pareil, donc mon bâtiment a tendance à partir par là, il faut donc une réaction inverse au niveau des fondations. Oui? Les fenêtres. Ah, vous avez chaud? Ah oui, il fait chaud, oui, on peut ouvrir derrière.